sur mon écran, mais je peux vous montrer ce que je devrais voir sur mon écran, je n'ai pas l'image centrale. Donc je vais vous prie de m'excuser pour vous montrer cette chose un peu avec des échafaudages d'informations numériques. Je voudrais d'abord vous dire que je suis très heureux d'être ici et je remercie Bruno pour nous avoir invités, vous avoir invité aussi. Vous êtes nombreux et j'en suis très, très content parce que je pense que le message que je vais vous faire passer vous intéressera et je suis sûr que vous aurez peut-être aussi des questions à poser parce que je ne suis pas nécessairement très clair, donc je suis sûr. Je voulais, le titre de cette conférence s'appelle Géoto, dont a parlé Bruno tout à l'heure. Rosetta Affilée, 30 ans d'exploration des comètes. Et effectivement, nous sommes le 4 juillet 1985, on lançait le satellite Géoto vers la comète de Halley à partir d'une fusée Ariane 1. C'était le numéro 14 de la fusée Ariane 1. Et elle a parfaitement bien marché. Elle a placé Géoto sur son orbite, qui a rejoint la comète de Halley quelques mois plus tard, 9 mois plus tard, et a obtenu cette image, la première image haute résolution d'une comète, c'était la plus haute résolution. Malgré le fait que la vitesse relative entre le satellite et la comète était de à peu près 300 000 km/h, 669 km par seconde, donc complètement en sens opposé, avec une CCD, un détecteur qui ne comportait qu'une barrette. C'était ce qu'on avait à l'époque pour faire ces images. Et on balayait l'image par la rotation du satellite. Donc c'était tout à fait élémentaire, mais ça a très bien marché. Et nous avons donc été les premiers dans le monde à faire cette image. Et pour vous donner un point de repère important, dans les couloirs de la NASA, où il y avait des images de la NASA, il n'y avait qu'une seule image qui n'était pas de la NASA, c'était celle-ci. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux comètes? Parce que ce sont des petits objets qui sont vraisemblablement le reste de ce qui a été utilisé par la nature pour construire le système solaire et puis d'autres systèmes stellaires, et sûrement d'autres étoiles, autour d'autres étoiles, des nuages de comètes et d'astéroïdes. On a souvent dit qu'elles étaient associées à l'apparition de la vie sur Terre parce qu'à partir du sol, dans les télescopes au sol, on a pu détecter effectivement des molécules qui semblaient être prébiotiques, c'est-à-dire qui pouvaient éventuellement devenir des éléments de la constitution des acides aminés, qui sont à la base de la vie, de l'ADN. Mais aussi, parce que c'était des objets de mauvais présage dans les civilisations anciennes, donc il y a eu beaucoup d'observations de comètes, et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens s'intéressaient aux comètes. Les scientifiques européens s'intéressaient aux comètes pour essentiellement les deux premières questions que j'ai introduites ici. Alors là, il y aurait une animation, mais je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne. Non, elle ne peut pas fonctionner. Les animations ne fonctionneront pas avec ce système, je suis désolé. Et donc, je voulais vous montrer que les comètes, quand elles se déplacent dans l'espace, elles ont une chevelure, une grande chevelure. Mais si on regarde de près cette chevelure, elle est bifide. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est pratiquement rectiligne dans la direction opposée au Soleil. Et il y a une direction qui est courbée dans la direction opposée au Soleil. Alors, la direction courbée, ce sont des poussières qui sont courbées par la pression de rayonnement qui émane du Soleil. Le rayonnement a une pression, il pousse les poussières qui sont issues de la comète. Et il y a une queue qui se dirige toujours dans la direction du Soleil, c'est la queue de particules ionisées qui s'échappent de la comète, qui sont électriques et qui empruntent les lignes de force du champ magnétique du vent solaire. On a eu, depuis que Giotto a lancé sa mission, que le satellite est allé vers la comète de Halley, environ 7 observations de la comète, de comètes dans le système solaire. Dès que les Européens et les Soviétiques à l'époque ont lancé leur mission Vega et Giotto vers la comète de Halley, les Américains n'ont pas voulu être les seuls acteurs de l'espace à ne pas avoir observé des comètes, donc ils en ont observé 4 ou 5 autres. Mais pas d'aussi près que ce que nous avions fait, et bien sûr c'est arrivé plus après. Mais néanmoins on a appris beaucoup de choses sur les comètes grâce à ces observations de la NASA, que vous voyez ici rapportées.
Alors, une petite explication sur ce diagramme. Lorsque, en 1983, nous avons, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, fait un appel pour les idées pour les futurs programmes, nous avons reçu une proposition pour envoyer dans l'espace une mission qui irait se poser sur une comète, gratterait le sol de la comète et ramènerait les échantillons du sol de la comète, dans lequel on aurait pu trouver des molécules prébiotiques et d'autres choses intéressantes, et les ramener sur Terre où elles seraient analysées en laboratoire. Et au même moment, dans cet appel AIT que j'avais issu, on construisait un programme de 20 ans, donc vous voyez ici le diagramme à gauche. Ce programme de 20 ans, il a permis, par exemple, de lancer le plus gros satellite jamais lancé dans l'espace, qui s'appelle Herschel, 3,50 m de diamètre, de télescope, le plus gros télescope à rayons X, et puis la mission SOHO et Cluster qui regardait les relations entre le Soleil et la Terre. Et ce programme s'est allé sur 20 ans. Et pour avoir un programme sur 20 ans, il fallait qu'il y ait l'argent pour le faire, Donc, on ne pouvait certifier que cet argent pourrait être disponible pour toutes les missions si on ne fixait pas une limite à toutes les missions. Donc, j'avais personnellement dit à chaque scientifiques qui voulaient des missions et des grosses missions, je leur ai dit oui, vous pouvez les faire, si elles sont grosses, elles ne coûteront pas plus de 400 millions d'euros à l'époque, ce qui fait aujourd'hui à peu près environ 800 millions, c'est à peu près un facteur 2 dû au fait que l'inflation a joué depuis 30 ans. Et si vous avez une mission moyenne, ça sera 200 millions, si vous avez une mission petite, ça sera 100 millions. Eh bien, tout le monde a joué le jeu, et ça a très bien marché, et finalement, on a pu, en ce qui concerne l'Agence spatiale européenne, lancer le satellite Rosetta, qui est devenu Rosetta, après s'être appelé mission de retour d'échantillons nucléaires, parce que c'était une mission impossible, dans les 400 millions que j'avais imposés. Donc il a fallu changer complètement la configuration de Rosetta. Donc, ce tableau est assez explicite. En 1983, une mesure de retour d'échantillons cométaires. 1984, on introduit cette mission dans le plan Horizon 2000 que je vous ai juste montré. De 1986 à 1993, les scientifiques se grattent la tête pour faire entrer cette mission dans les 400 millions que je leur avais imposés, mais ça ne marche pas, donc ils sont obligés de redéfinir une nouvelle mission qui est en fait ce qui est devenu Rosetta. Donc Rosetta, essentiellement, est née telle dans sa configuration actuelle en 1993, et elle a été lancée en mars 2004, suite d'ailleurs à une panne du lanceur Ariane 5 qui, en décembre 2007, pardon, je ne peux pas compter, non pas 2007, 1900, je me souviens du mot. En 2002, oui c'est ça, en 2002, la fusée qui était prévue pour envoyer Rosetta dans l'espace a eu un problème, elle a pas fonctionné, il a fallu attendre 2 ans pour pouvoir relancer la mission Rosetta. Entre-temps, les scientifiques qui avaient choisi une comète ont dû se rabattre sur une autre comète qui, malheureusement, il prenait 2 ans pour pouvoir arriver sur sa cible. Donc la mission a été retardée de à peu près 5 ans pour pouvoir atteindre sa cible. Le lancement a eu lieu en 2004, je passe sur ça. Vous voyez ici le lancement en 2004, et vous voyez en haut à gauche le directeur général de l'Agence spatiale européenne, moi-même, et M. Churyumov. Alors je reviens un petit peu en arrière, parce que pourquoi est-ce que la comète s'appelle Churyumov-Gerasimenko? Elle s'appelle du nom de ceux qui l'ont découverte. Et ces 2 astronomes de l'observatoire de Kiev, en Crimée, ont découvert, en Ukraine, pardon, ont découvert cette comète en essayant d'observer une autre comète sur des plaques photographiques. Sur des plaques photographiques, ils ont suivi la trajectoire de leur comète, qui s'appelait Colas, je crois, et ils ont observé qu'il y avait autre chose. Il y avait quelque chose qui bougeait. On pensait que c'était la plaque qui n'était pas bonne,
et finalement ils se sont aperçus que c'était une autre comète. Et c'est celle-là qui porte maintenant leur nom, et c'est celle-là qui a été choisie par les scientifiques européens pour se diriger vers, pour qu'on puisse l'observer par Rosetta. Qu'est-ce que Rosetta? C'est le nom du satellite. Il s'appelle comme ça, du nom de la pierre de Rosette, qui a permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes sur les monuments égyptiens. Et il a pu le faire d'ailleurs grâce aux hiéroglyphes beaucoup plus clairs et beaucoup plus nets qui étaient sculptés sur un obélisque qui s'appelait Philae. D'où l'idée d'appeler Philae le petit atterrisseur qui a permis de voir certaines images que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ce satellite s'en va vers l'orbite de Jupiter. Les comètes comme celles que nous observions sont des comètes à courte période qui reviennent tous les 6 ans, donc ils vont jusqu'à l'orbite de Jupiter. Mais à l'orbite de Jupiter, on est loin du Soleil. On ne peut pas, jusqu'à présent, quand on allait vers Jupiter, on utilisait de l'énergie radioactive, c'est-à-dire des piles radioactives au plutonium. Et nous, en Europe, on n'a pas ça. Les Américains en possèdent, nous n'en possédons pas. Et donc, nous avons dû utiliser la lumière du Soleil pour alimenter le satellite. Donc, les dimensions de ce satellite, en termes de dimensions de panneaux solaires, ce sont les plus grandes qu'on ait jamais construites pour aller jusqu'à Jupiter. Ce qui est intéressant aussi dans ce satellite, c'est que son poids au lancement est de 3 tonnes. 3 tonnes tout compris, la charge utile des instruments qui pesait à peu près 165 kg, le petit robot Philae qui pesait 100 kg, et puis le reste du satellite, l'antenne qui permet de communiquer sur la Terre, et tous les systèmes qui permettent de contrôler le satellite et de transmettre les informations qu'il recueille au sol. Donc il y a 3 tonnes d'instruments et de panneaux solaires, mais plus de la moitié du poids, et ça c'est important, plus de la moitié du poids du satellite est constitué d'hydrazine, c'est-à-dire le liquide qu'on utilise, le gaz qu'on utilise, il est sous forme liquide dans les réservoirs, pour pouvoir diriger la comète. Ce qui vous donne une idée que cette mission, c'est une mission de navigation, c'est une espèce de caravelle de l'espace que nous avons utilisée pour faire cette expérience. Là, je vais passer assez vite sur la liste des instruments, mais à bord de Rosetta, c'est ce qu'on appelle l'orbiteur, vous avez des instruments qui regardent de loin, et puis vous avez des instruments qui regardent sur place. Alors, on appelle ça les remote sensing, l'observation à grande distance. Il y a une caméra, il y a des spectromètres, et il y a des détecteurs de rayonnement infrarouge, ultraviolet, qui permettent d'analyser la composition chimique de ce qui s'échappe de la comète et du sol de la comète. Et puis, vous avez des instruments qui étudient la composition chimique. Ce sont des spectromètres de masse qui utilisent la masse des atomes et des molécules pour être identifiés. Donc, ce sont des choses qui sont importantes. Puis des instruments qui utilisent le rayonnement radio et des radars pour sonder le sol de la comète et éventuellement regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Tous ces instruments ont fonctionné et continuent de fonctionner aujourd'hui. Ils ont conduit à des résultats tout à fait spectaculaires. Sur Philae, le petit robot Philae qui pèse 100 kg sur Terre, parce que sur la comète il ne pèse pas 100 kg, il pèse 1 gramme. La différence d'attraction gravitationnelle entre la Terre et la comète, c'est 100 000. Donc, si vous êtes vous-même sur la comète et que vous commenciez à bouger, vous risquez de partir pour toujours dans l'espace sans pouvoir revenir. Donc, c'est très embêtant, parce que vous ne pèseriez que même pas un gramme, moins d'un gramme. Donc, dans ce petit robot Philae, vous avez des instruments qui sont essentiellement destinés à regarder ce qu'il y a sur le sol, puisque le robot se pose sur le sol. Donc c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, et vous avez des caméras, vous avez aussi un radar, un sondage qui permet de regarder de plus près exactement ce qui se passe dedans. Donc une grande quantité d'instruments, et je vais vous montrer
petit robot filet, par exemple, que vous voyez ici, avec tous ces instruments qui sont un petit peu partout, et tout ça, ça tient dans 100 kg, ce qui n'est pas beaucoup pour un objet de cette taille, parce que c'est un objet qui fait à peu près qui a la taille d'une machine à laver, si vous voulez. Donc, tout ça est là-dedans, c'est miniaturisé et fait pour aller travailler dans l'espace. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un écorché de filet. Vous voyez qu'on a tassé complètement tout ce qu'il y a comme fil et comme instrument dans ce petit volume. Et ce robot a été construit dans une collaboration, il n'a pas été fait par l'Agence spatiale européenne, il a été fait par une collaboration entre l'Allemagne et la France, entre l'Agence spatiale française, le CNES, et l'Agence spatiale allemande, le DLR. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la moitié du poids du satellite, c'était de l'hydrazine, c'est-à-dire le propulseur, le carburant qui permet au satellite de se déplacer. Et voilà comment il a fallu faire pour pouvoir envoyer Rosetta vers sa cible. Il a fallu faire 3 survols de la Terre à plusieurs reprises pour utiliser la traction gravitationnelle de la Terre pour accélérer Rosetta et le faire aller plus vite. Sur le chemin, il a été rencontré 2 astéroïdes qui ont été observés de façon très, très précise par Rosetta, donc un plus par rapport à ce qu'on avait prévu de faire. Et puis, comme on avait pris beaucoup de retard parce que la comète était une autre que celle qu'on avait choisie, que la fusée que le tir avait dû être retardé d'à peu près 2 ans, on a fait hiberner Rosetta sur ici, et ça devait être en juin, j'arrive plus à lire, comme c'est passé très gros sur mon écran, c'était à peu près au mois de juin de 2017. Je ne suis pas complètement sûr. Et puis, on l'a fait hiberner, on a tout arrêté, il s'est arrêté complètement, mais de la part, par volonté des ingénieurs, parce que c'était nécessaire. Et puis, c'était au mois de janvier de 2014, donc plus de 2 ans et demi après, on a réveillé Rosetta, qui s'est remis en route, est venu se propulser jusqu'à près de la comète Churyumov-Gerasimenko au mois d'août 2014. Donc, quelques mois après qu'il a été libéré de son hibernation. Donc vous voyez une trajectoire extrêmement compliquée. Alors là aussi, j'aurais voulu vous montrer des animations, mais malheureusement, je ne peux pas vous les montrer. C'était remarquable parce que je me rappelle avoir vu cette image, c'était au début du mois de juillet, il y a une version ici, c'était le 4 juillet, mais ça n'apparaît plus sur cette photo. C'était le 4 juillet, donc je sais pourquoi, c'est parce qu'elle est cachée derrière ça. L'ordinateur l'avait complètement perdu, là, il n'arrive plus à le trouver. Et donc, on voit cette structure de la comète qui semble bizarre. Et plus le temps s'écoule, le 14 juillet 2014, on aperçoit cette chose-là. C'est-à-dire comme si c'était 2 objets qui étaient collés l'un à l'autre, qui constituaient la comète sur laquelle on s'était dirigé. Donc, et on voyait la taille de la comète à peu près de quelques kilomètres de côté. C'était donc un objet assez grand et qui tournait sur lui-même avec une période d'à peu près, c'était un tour en 12 heures, c'est-à-dire que le jour sur la comète durait 12 heures au lieu de 24, sur Terre. Ah. Et puis on s'est approché le 3 août, je me rappelle, j'étais à Moscou ce jour-là, et le scientifique qui était responsable de la mission Rosetta à l'Agence spatiale européenne m'a apporté cette photo. Alors je l'ai toujours avec moi parce qu'il l'a signée, d'ailleurs j'ai demandé de la signer parce que c'était absolument stupéfiant.
Depuis, on a tellement de photos qui sont encore bien plus belles que celle-ci qu'on est passé un peu, on s'est lassé un petit peu de cette chose-là. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est que si on avait un cube de 4,1 km de côté, on pourrait y mettre la comète. Donc ça vous donne une idée de sa taille. Pour vous donner une autre idée de la taille, on peut projeter la comète. J'ai pas de photo de la comète sur Gap, mais si on la projetait sur Paris, son ombre s'étendrait l'ombre posée au sol s'étendrait sur la distance qui sépare l'Arc de Triomphe du musée du Louvre. Si on faisait survoler Santiago du Chili, voilà ce que ça donnerait. C'est assez impressionnant. Et vous pouvez imaginer que si la comète tombe, percute la Terre, Gap n'existerait plus en quelques fractions de secondes, et même Santiago du Chili, et une bonne partie de Paris aussi, avec beaucoup évidemment de morts et de blessés. Donc c'est le diagramme qui vous permet de voir regardez la ligne noire ici, c'est le diagramme qui vous permet de voir la distance de la comète au Soleil en fonction du temps. Donc on est passé ce qu'on appelle le périhélie, c'est-à-dire la zone la plus proche du Soleil, le 13 août dernier, et on est maintenant ici, au mois de mai, disons, 2016, à une distance qui est à peu près de 3 fois la distance de la Terre au Soleil. Et puis, elle va continuer à s'éloigner. Donc on a passé le périhélie au mois d'août de l'année dernière. Alors ça, je ne peux pas vous le montrer, ça ne marche pas. Dès qu'on a pu mettre Rosetta sur son orbite autour de la comète, il a fallu trouver où il fallait la mettre. Donc, on a utilisé le moteur à hydrazine, les petites tuyères à hydrazine, pour faire une triangulation tout autour de la comète pour trouver son centre de gravité. C'est très léger par rapport à la Terre. Donc, pour survoler la comète et la mettre en orbite, véritablement une orbite comme celle que Kepler a inventée pour les planètes, eh bien, il a fallu faire de multiples acrobaties, que je ne peux pas vous montrer parce que le film ne fonctionne pas, et qui sont assez spectaculaires. Il a fallu quand même plusieurs heures et plusieurs manœuvres, plusieurs jours même, pour arriver à trouver le centre de gravité et à mettre la comète le satellite autour de la comète. C'est tellement extraordinaire que finalement, quand il a fallu donner un prix aux gens qui avaient travaillé sur Rosetta, on ne l'a pas donné aux scientifiques, on l'a donné aux ingénieurs qui ont fait naviguer Rosetta dans l'espace, parce que c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont fait. Et ils se sont approchés de la comète et ils ont observé cet objet extrêmement bizarre. Vous voyez encore les deux lobes, un lobe ici, un autre là, qui vous donnent une idée que c'est un objet extrêmement bizarre. Alors, la morphologie de la comète a été étudiée très rapidement. On a observé des falaises absolument gigantesques de 900 mètres de haut et des fractures dans la structure de la comète. Je vous ai montré plus détaillé, ces fractures sont extrêmement visibles ici. Elles résultent vraisemblablement des changements de température qui existent entre les différents passages près du Soleil et loin du Soleil. Il faut dire que la température de la comète aujourd'hui, c'est à peu près moins 200 degrés. Et quand elle s'est approchée du Soleil, c'était confortablement de quelques degrés au-dessus du zéro de la glace. Donc les variations de température sont énormes. Dans ces conditions, le matériau qui constitue la comète a subi des tensions thermiques assez importantes, se fracture, et voilà ce que ça donne. Il y a aussi des strates que l'on voit sur cette image qui montrent qui pourrait nous indiquer que la comète s'est formée avec plusieurs couches, mais personne n'est sûr de ça, et je ne pense pas que ce soit la bonne explication. Je ne sais pas si on les voit, mais sur cette image, on voit des dunes, il y a des vraies dunes. L'image est très mauvaise dans cette projection, malheureusement. On les voit peut-être un peu mieux ici. Qu'est-ce que c'est que ces dunes ? Alors, la comète est complètement noire. C'est un objet qui est le plus obscur qu'on puisse regarder dans l'espace interplanétaire. Alors, elle est ici blanche et noire, parce qu'on a surexposé complètement l'image et on a
fait ressortir le contraste. L'image est traitée, ce n'est pas l'image qu'on reçoit tout de suite. Elle a été traitée pour augmenter le contraste, pour faire sortir les détails. Mais c'est quand même la vraie image qui a été prise sur le détecteur de Rosetta. Alors, ces dunes de sable ne sont pas des dunes de sable, ce sont des dunes de poussière. Et on interprète la présence de ces dunes sur le noyau de la comète Rosetta comme étant due à la poussière qui s'échappe du sol de la comète, quand la glace qui est sous la poussière se chauffe et fait sortir le gaz. Le gaz explose, la vapeur explose, et ces particules de poussière sont éjectées, et puis elles retombent, si elles ne vont pas trop vite, elles retombent sur la comète, et c'est là qu'elles peuvent retomber sous forme d'ondulation qui donne cette idée qu'on a des dunes de sable. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Les premières choses que l'on a faites pour pouvoir travailler sur Rosetta et sur la comète, c'était d'identifier les continents, si vous voulez, de la comète. On a donné un nom à chaque zone qui semblait un peu différente d'une autre. Et celle qui a été le plus riche en informations scientifiques, c'est Imhotep, c'est celle-ci. Donc, je ne vais pas utiliser cette distribution parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas nécessairement utiles aujourd'hui. Mais dans ce bassin Imhotep que j'ai montré tout à l'heure, voilà ce que l'on trouve. Des rochers, une espèce de grande plaine très lisse qui est constituée essentiellement de poussière. C'est de la poussière. Mais on a des rochers qui font à peu près 30 mètres de diamètre, et des plus petits aussi. Il y a beaucoup de choses de ce type-là dans ces images. Vous en avez un qu'on a appelé Khéops, évidemment, parce que tous les noms qui ont été donnés sur les structures que l'on a rencontrées sur la comète Churyumov-Gerasimenko se réfèrent à l'Égypte et à l'histoire égyptienne. C'est pour ça que tous les noms sont en consonance égyptienne. Vous avez une vue un peu plus rapprochée de cette région, Imhotep, avec la poussière, et on pensait, et on le pense, que sous cette poussière se trouvait de la glace. Et ça, on l'a effectivement observé plus tard. Désolé. Là, je Voici une image beaucoup plus précise encore de cette région Imhotep, où là on a une espèce de falaise, et cette falaise est une falaise de poussière, dont la hauteur a été mesurée très précisément, elle fait de 3,40 m. Donc c'est assez fréquent apparemment. C'est l'accumulation de la poussière qui s'est déposée sur la comète, a été rééjectée, s'est reposée, et là vraiment, comme vous le voyez, à part quelques gros rochers qui sont là, la surface est extrêmement lisse. C'est de la poussière noire, très noire, qui est due à essentiellement composés carbonés et des petites poussières minérale, mais aussi de la matière organique. La matière organique, c'est-à-dire cette fameuse matière organique dans laquelle on pense pouvoir trouver des molécules qui seraient à l'origine de la vie. J'y reviens à la fin de ma conférence. On a regardé aussi ce que c'était que ces cratères qui sont sur les comètes. Sur la comète de Halley, tout à l'heure, je vous l'ai montré, il y avait des cratères dans cette comète. Et là, il y en a aussi partout. On appelle ça des puits. Ce sont les puits à partir desquels, vraisemblablement, la poussière s'échappe, ou les gaz de la comète, quand la comète est chauffée par sa vicinité au Soleil, il s'échappe. Et là, voici en voici un qui est assez magnifique, ici à gauche, qui... Et si on le voit un peu mieux, on le voit qu'il est actif. On voit des petits jets de gaz qui s'échappent de ce puits. Et on les voit encore mieux quand on s'en rapproche davantage et que l'activité augmente. Donc, je vais vous repasser ces images parce qu'elles sont très intéressantes. L'activité de la comète augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche du périhélie.
Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit comment fonctionne une comète. On la voit, elle est morte quand elle est très très loin, c'est un objet froid, très froid, à moins de 200 degrés, et pas actif du tout. C'est comme un caillou qui vole, qui se déplace dans l'espace. Quand on se rapproche du Soleil, le Soleil réchauffe la comète, chauffe la poussière qui est noire, mais chauffe en même temps, cette chaleur se transmet sous le dessous, et sous le dessous, il y a une couche qui est faite essentiellement de glace d'eau. Et cette glace d'eau se réchauffe aussi, et elle explose, parce que la vapeur d'eau explose. Et puis, elle se dissipe dans l'espace en enlevant un peu de poussière, et surtout en enlevant de l'eau. Donc voici, ça c'était au mois de février 2015, donc il y a plus d'un an. On n'était pas encore près du périhélie. La comète devient de plus en plus active. En mars, elle est extrêmement brillante. En mai, c'est encore plus. Et vous voyez toujours cette forme double de la comète. Le 30 juillet, on approche du périhélie. Il y a des jets dans toutes les directions qui montrent que la comète s'est réchauffée. Et comme elle tourne sur elle-même en 12 heures, à peu près, eh bien, toutes ses faces deviennent actives. Et c'est là qu'on voit ce qu'on appelle les Sunset Jets, c'est-à-dire les jets des sources, si vous voulez, ces espèces de tuyères cométaires dans lesquelles s'échappe la poussière et les molécules d'eau qui sont chauffées par la poussière. Bon, voici d'autres exemples qui sont extraordinaires. Et on approche du périhélie le 29 juillet 2015. Là, on n'a pas beaucoup surexposé la photo pour montrer la structure de ces jets qui sont extrêmement actifs. C'est vraiment comme des tuyères de fusée, si vous voulez. Ça fait un peu la même impression. Là, nous sommes à 7 jours, une semaine du périhélie, et nous sommes là, juste au moment du périhélie, où vous avez une activité beaucoup plus intense que normale, avec des flux de poussière et de particules d'eau qui sont très, très intenses. Alors, les poussières de la comète, vous en voyez quelques-unes ici. J'ai un film, mais malheureusement, je ne peux pas vous montrer, qui vous montre ces poussières. Je ne sais pas si vous les voyez, c'est des petites traces qui sont ici, comme celle-là. La caméra de Rosetta a photographié ces poussières. Et ces poussières sont celles qui s'échappent du noyau de la comète lorsque l'on se rapproche du Soleil. Et voilà ce que les senseurs stellaires, qui sont des instruments qui permettent de se guider dans la navigation du temps de Christophe Colomb, on se guidait sur les étoiles, et bien là, les satellites se guident sur les étoiles, exactement comme on faisait avec les bateaux quelques siècles. Et quand on se rapproche trop près de la comète, vous voyez bien des étoiles. Ça doit être une étoile, ça doit être une étoile, ça aussi. Mais ça, c'est pas une étoile. Alors le senseur qui est censé faire correspondre cette image avec celle qu'il a dans sa mémoire, il voit des objets qui ne sont pas dans sa mémoire. Il ne peut plus naviguer. Donc ça a été un handicap assez sérieux. Au moment du passage au périhélie, où la quantité de poussière qui s'échappe est beaucoup plus intense, vous pouvez guider le satellite sur les étoiles, parce que le senseur stellaire, on l'appelle, vous ne savez plus où donner de la tête, parce qu'il y avait trop d'étoiles qui n'étaient pas dans sa mémoire. Donc on a dû ramener Rosetta très loin de la comète, dans une région où il n'y avait pas de poussière, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse continuer à naviguer. Il y a même on a pu photographier des particules qui se détachent d'un morceau de rocher, que malheureusement, j'avais ici en animation pour vous montrer, mais ce sont des blocs de matière cométaire qui se détachent de la comète lorsqu'elle devient active. Et au fur et à mesure que maintenant qu'on est passé au périhélie, on recule, la comète perd en intensité et devient de moins en moins active. Alors, le 12 novembre 2014, après quelques mois qui ont séparé l'arrivée de Rosetta près de la comète, on a à nouveau fait appel aux navigateurs pour leur demander de pouvoir mettre le satellite Rosetta et son petit robot filet en position de pouvoir éjecter le petit robot filet pour qu'il atterrisse sur la comète. Alors, ça a été fait au bout d'un certain nombre de manœuvres dans l'espace, que je ne peux pas vous montrer ici dans le détail, malheureusement aussi, qui ont permis, je crois que c'était le 12 novembre 2014, de
de séparer filet de Rosetta. Alors, ça a été une opération qui ne s'est pas déroulée très facilement parce que les communications n'étaient pas très très bonnes entre Rosetta et la Terre. Et donc il y avait des moments où on n'avait plus d'informations, donc on ne savait pas ce qui se passait. Donc tout le monde était très inquiet dans la salle de contrôle où ces opérations se passaient. Alors, heureusement, le petit robot s'est détaché. Pour moi, ça a été une image qui m'a beaucoup ému parce que ce petit robot il était resté avec sa maman, Rosetta, pendant plusieurs années, et puis tout d'un coup, allez hop, on le libère dans l'espace tout seul. On lui dit tu vas atterrir ici. Et pour ça, on a seulement utilisé un ressort, un petit ressort qu'il a envoyé dans l'espace comme ça, qui est très léger par rapport à Rosetta, mais aussi par rapport à la comète. Il pèse 1 gramme, c'est pas beaucoup. Et il est parti. Alors cette série d'images vous montre le parcours de du petit filet jusqu'à ce qu'il arrive au sol. Et comme je vous l'ai dit, c'était pas du tout gagné au départ. Et voici les images successives de Cheryobov lui-même qui assistait à cette opération. Au début, il est un peu tendu, il est un peu inquiet. Et puis quand on perd le signal, alors là, il est un peu effondré, il est assez triste. Et une fois qu'on a récupéré le signal, il est très content, il montre avec sa main qu'il est content. Donc nous avons eu une séquence d'informations qui était très très dense et qui nous a permis quand même, en fin de compte, après 7 heures de descente, il a fallu 7 heures pour que le robot aille sur la comète et arriver sur la comète. Alors là, je ne peux pas vous faire entendre ça, mais le robot s'est posé et il a été malheureusement mal ancré. Le robot avait en lui-même 3 espèces d'hameçons, si vous voulez, qui permettent de s'accrocher dans le sol de la comète. Mais ce système-là n'a pas fonctionné. Donc le robot, au lieu de se poser sur la comète, a rebondi. Il a rebondi une première fois, il a rebondi une deuxième fois, et il a rebondi, il a atterri 3 fois, ce qui fait que la mission Rosetta est la mission qui a fait atterrir un robot plus de 3 fois sur les comètes. Là, c'était plus ça. Ce que je voulais vous montrer, malheureusement là aussi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas l'animation, donc je n'ai pas la main, là, je ne peux pas le faire. Mais ce que je voulais vous montrer, vous verrez peut-être sur la photo suivante, c'est que lorsque le robot s'est posé au début, sur son premier point d'atterrissage, il a laissé des traces. Il s'est posé et il a rebondi. Et il a laissé des traces. Ce sont les traces de ses 3 pieds, que vous voyez ici. Et on a pu photographier ça en photographiant cette zone avant et après. Donc on a pu voir les traces. Et ces traces sont des zones en creux. Ce sont des creux, puisque le robot s'est posé comme ça. Et on a pu mesurer, avec les ombres et les dimensions géométriques de ces petits cercles noirs, on a pu mesurer la profondeur de ces empreintes, et donc déterminer les propriétés de la poussière de la comète. Et s'apercevoir que la comète était très poussiéreuse, elle émet quand même beaucoup plus de poussière que d'eau, mais la poussière est moins visible que l'eau. C'est pour ça que sur les planchers que je vous ai montrés, on voit surtout des jets d'eau et pas des jets de poussière. On a pu mesurer des profondeurs de quelques centimètres. Ici, c'est environ 3 ou 4 centimètres. Donc une information très intéressante pour les scientifiques. Mais le satellite, c'est donc le petit robot filet, c'est posé à plusieurs endroits, et il est allé atterrir dans un endroit complètement inapproprié pour faire une observation très détaillée de la comète, comme on aurait voulu le faire. Il s'est posé quelque part dans ce plateau, dans ce cratère, si vous voulez. Il a même pu photographier son train d'atterrissage. C'est une photo prise par le petit robot filet avant d'atterrir dans la région qu'on avait prévue pour qu'il atterrisse. Le site d'atterrissage est observé par filet d'une hauteur de 3 km d'altitude par la caméra qui était à l'intérieur de filet. On a même suivi
le petit robot à distance grâce aux caméras de Rosetta. On le voit à peu près ici, mais j'ai une autre image qui vous le montre de façon plus nette. Derrière l'horizon de la comète, et on voit le petit robot filet qui est en train d'orbiter. Après son premier rebond, le premier rebond lui a donné une vitesse de 36 cm par seconde. 36 cm par seconde, c'est pas comme ça. S'il avait obtenu une vitesse, si le rebond lui avait donné une vitesse de 40 cm par seconde, eh bien, il s'envolait dans l'espace constamment, parce que la vitesse de libération n'est pas loin de 40 cm par seconde. Donc on le perdait pour toujours. Heureusement, l'amortissement des couches de poussière a fait qu'on a pu les laisser autour. Donc on a pu l'observer à partir de là. La forme du Rasmod derrière les objets, on le voit très bien ici, c'est toujours le petit robot filet qui va vers son deuxième atterrissage, sans très bien savoir où il sera. Et voici sa trajectoire. Alors là, on la voit mieux, le premier rebond, le deuxième et le troisième. Il a quand même parcouru à peu près 1,2 km sur une comète qui n'a fait que 4 de côté. Donc il a quand même fait une grande distance. Et voici, on a pu retracer très précisément, grâce aux images et aux traces que les collisions ont laissées, la trajectoire de filet jusqu'à ce qu'il disparaisse, allait se cacher. Il est allé se cacher comme une mauvaise petite mouche dans l'ombre d'une falaise. C'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et évidemment, il n'avait pas compris ce qu'on lui demandait de faire, surtout qu'il y avait un harpon qui n'avait pas fonctionné dans son système. Il est allé se poser dans cet endroit-là, vous voyez qu'il est en plein milieu de cette zone sombre, donc dans l'ombre, et malheureusement, il ne s'est pas bien posé, parce que il se pose comme les mouches. Les mouches, c'est très léger, quand vous mettez une mouche, c'est pas extraordinaire, ça se pose sur les murs. Pourtant, ils ont du poids, non, mais ils ont très peu de poids par rapport à la tension de leur propre patte. Donc elle peut avoir la tête en bas, la tête en haut, c'est pas le filet. Pareil, c'était une mouche spatiale sur la comète. Alors voilà une image prise par filet de son point d'atterrissage, où il est toujours, et ça c'est un de ses pieds d'atterrissage. Et ça c'est ce qu'il a photographié à partir de sa petite caméra, de l'entourage, le paysage qu'il a pu voir. Il nous a quand même envoyé ça. Il a fonctionné 56 heures. Et au bout de 56 heures, dans cette position, au bout de 56 heures, malheureusement, comme il était dans l'ombre, il n'y avait pas de soleil, et donc ces batteries solaires sont tombées, sont devenues mortes. Il ne pouvait pas se recharger s'il n'y avait pas plus de soleil. Donc pendant 56 heures, cependant, il a fait des tas de mesures, et les scientifiques sont absolument enchantés de ces mesures. Voilà, c'est un dessin qui a été fait pour retracer la position et l'attitude de filet. Et ce bras que vous voyez en l'air, il a une patte en l'air, il a 3 pattes filées, mais il en a une qui est en l'air, il a la tête un peu sur le côté, donc il n'est pas très bien posé, et ça explique aussi pourquoi on a eu du mal à communiquer. Il a dû bouger parce qu'il a recommuniqué quelques temps après, je vais vous parler. Et voilà ce qu'il a trouvé dans le paysage qui l'entourait. Ça, c'est toujours son pied là, qu'il a photographié. Même le reflet de la lumière sur l'environnement cométaire, c'est des espèces de gros cailloux qui ne semblent pas bien attachés les uns aux autres, même plutôt fracturés, comme je le montrais au début. Et c'est tout à fait étonnant, mais cette photo est très importante parce qu'elle montre que la comète n'est en fait pas un caillou très solide et que c'est pas très contenu, quoi. C'est très fragile, disons. Qu'est-ce qui est arrivé à Filet, donc? Eh bien, comme j'ai dit, il a fonctionné 56 heures pendant ses observations, et il a montré que la surface de la comète, quand il a utilisé ses instruments pour tâter la surface de la comète. Il s'est aperçu qu'il y avait une couche de glace, mais extrêmement dure, très très dure. Donc il n'a pas pu aller plus loin. En revanche, ce qu'il a fait aussi, il a pu sonder le sol de la comète. Et ce sondage lui permet de savoir si la comète est solide, si la glace est une couche de glace épaisse ou pas épaisse,
si dedans il y a des cavités ou pas. Et alors ce que l'on a trouvé, et ça c'est une découverte qui a été rapportée récemment, c'est qu'en fait, il n'y a pas de grandes cavernes à l'intérieur, il n'y a pas de grandes bulles de vide dans l'intérieur de la comète. C'est comme une éponge, c'est plein de petites cavités, mais toutes petites. Donc c'est une espèce d'éponge spatiale de la comète sur le mode Gerasimenko, et qui a permis aux scientifiques de détruire un peu l'image que l'on se faisait des comètes, qui étaient des boules de neige un peu sales. Là, c'est des boules de glace, mais très poreuses. C'est une comète qui est poreuse. D'ailleurs, sa masse est à peu près, sa densité est à peu près 2 fois moindre que celle de l'eau. C'est la moitié de celle de l'eau. Donc, si vous mettez la comète dans l'eau, ben, elle flottera. C'est une image qui va vous montrer. Donc, on a analysé la structure de cette comète et on a trouvé aussi, on a fait de la chimie. On a pu faire de la chimie. On a fait la chimie pendant presque toute la trajectoire de filet qui a atterri 3 fois. Parce que les instruments fonctionnaient. Et quand il s'est posé, il a jeté de la poussière dans l'environnement. Et bien les détecteurs des analyseurs chimiques, les spectromètres de masse, ont analysé cette poussière. Et donc ils ont pu vérifier la composition chimique à plusieurs endroits de la comète. Donc c'était tout à fait opportun pour les scientifiques d'avoir cette capacité d'aller visiter plusieurs endroits. Malheureusement, le dernier endroit où filet s'est posé n'était pas utilisable pour la science. Et puis on a observé effectivement un grand nombre de molécules organiques dans les gaz qui sont éjectés par la comète. Alors, ces observations ont permis d'affiner, disons, les modèles de la comète. Les gaz sont constitués de molécules prébiotiques, ça c'est assez clair, et je vous montrerai comment récemment on a pu le démontrer. Voilà l'image qui vous montre que si on mettait filet dans l'eau, Tcherniemov sur Gerasimenko dans l'eau, ben, elle serait comme ça. Elle ne sombrerait pas, elle flotterait. Du fait que sa densité est à moitié moindre que celle de l'eau. Et elle est poreuse à 75%, entre 75%, on a estimé sa porosité, c'est-à-dire le nombre de cavités, petites cavités internes par rapport aux parois de ces cavités. C'est entre 75 et 85%. On s'est aperçu que la comète changeait de couleur aussi. Là, vous avez une série de photos des deux côtés de la comète, des deux faces de la comète, au fur et à mesure que le temps s'écoule. Ici, vous avez avant le passage au périhélie, puis au passage au périhélie, et vous voyez ce qui est bleu ici, tout ce qui est bleu, indique la présence de glace. Et tout ce qui est rouge, la présence de poussière et de matière organique, une espèce de bouillie de matière organique. Et quand on s'approche du périhélie, la glace devient prédominante dans la région de l'Imhotep, qui est toujours la même qu'on utilise, ici aussi, mais de façon très intense. L'intensité du bleu que vous voyez là, c'est proportionnel à l'albédo, c'est-à-dire à la quantité de glace pure, c'est-à-dire sans poussière par-dessus, qui apparaît. Donc, au fur et à mesure que la comète s'est rapprochée du Soleil, la poussière a été balayée par les explosions de vapeur d'eau dont j'ai parlé tout à l'heure, et il ne reste plus sous la poussière que la glace. Donc, c'est tout à fait spectaculaire de voir ce que le temps a fait pour transformer cette comète au fur et à mesure qu'elle s'approche et qu'elle s'éloigne de son périhélie. Et ça, c'était très important, parce que c'était l'une des missions principales de Rosetta, c'était de voir comment fonctionne une comète au fur et à mesure qu'elle se rapproche du Soleil et s'en éloigne. Donc là, ce sont des images assez agrandies, mais qui nous montrent des petites zones assez petites, mais qui sont de la glace pure. Et c'est pour ça qu'elles sont plus claires, plus blanches, elles réfléchissent la lumière de façon beaucoup plus intense. À plusieurs endroits, on les voit, et sur des surfaces même beaucoup plus grandes. Alors là, c'est un joyeux mélange que je ne peux pas malheureusement transformer à cause de la panne d'ordinateur que j'ai là.
Je voulais vous montrer que les comètes ne sont effectivement pas des objets très solides. Ici, vous avez une comète qui s'appelle Schumacher-Levy et qui est allée se rapprocher de Jupiter ça devait être en 1995 ou 1996. Ces images ont été prises par le grand télescope spatial Hubble à distance, donc très grande distance, parce que ça, ce sont les images de cette comète au fur et à mesure qu'elle s'est rapprochée de Jupiter, et elle a explosé en plusieurs morceaux. Donc ça, c'est des morceaux de la comète qui ont été disloqués par l'attraction gravitationnelle de Jupiter. Jupiter étant la plus grosse planète du système solaire, c'est la plus grosse, c'est la plus lourde. Et ça, c'était une comète qui s'appelait Ison, qui est allée, qui a apparu près du Soleil il y a 2 ans à peu près, 2 ans et demi, et on la voit aussi, on la voyait sur cette image, je peux vous le montrer comme ça. Voilà, on la voyait sur cette image se rapprocher du Soleil. Cette image a été prise par le satellite SOHO, qui est fait entre l'Agence spatiale européenne et la NASA. Elle s'est rapprochée du Soleil, et c'était une comète comme Churyumov-Gerasimenko. Et après être sortie du Soleil, elle s'est coupée en petits morceaux. Et donc elle n'est pas devenue, elle était complètement différente. Donc ça montre que l'attraction gravitationnelle des grands objets peuvent détruire les comètes. Alors les scientifiques se sont intéressés aussi à la forme de la comète. Ils ont fait des études extrêmement précises du champ gravitationnel de la comète et de la structure de la comète. Ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de continuité entre les fractures qui étaient apparues sur un des lobes et sur l'autre. Que les champs de gravitation donnaient 2 points importants de masse sur chacun des lobes, et ils en ont conclu, je pense tout à fait à juste titre, que en fait, cette comète est le résultat d'une collision entre 2 objets. C'est la raison pour laquelle elle apparaît comme ça, et toutes les comètes, une grande partie des comètes se présentent le même caractère. La comète de Halley que je vous ai montrée au début avait aussi cette forme un peu bifide, et qui montre que c'est des associations assez fréquentes en fait dans le système solaire, que ces comètes se collisionnent. Évidemment, elles se collisionnent. Si elles se collisionnaient très très rapidement, elles exploseraient. Ça dévorerait des petits morceaux, des fragments de comètes. Si elles se collisionnent tout doucement, c'est vraisemblablement ce qui s'est passé sur celle-là, elles s'associent et puis elles continuent à voler ensemble. Donc c'est l'interprétation qu'on donne à cette forme, et ça c'est conforté par les analyses de la forme et des propriétés physiques de la comète, et aussi des structures qu'on voit à sa surface. Donc ça, c'est un excellent résultat. Je voulais vous faire entendre le chant des comètes, mais je ne peux pas, parce que je n'ai pas le... Non, on n'a pas le... C'est comment? Ce que vous entendez là, ce sont les vibrations du champ magnétique non pas de la comète parce qu'elle n'a pas de champ magnétique, mais les champs magnétiques du Soleil, des vents solaires. Lorsque les particules de vapeur d'eau et de molécules qui s'en vont dans l'espace, éjectées par la lumière du Soleil et transformées en atomes, eh bien, elles interagissent avec le champ magnétique du vent solaire, et ça induit des vibrations dans le vent solaire qui sont extrêmement lentes. Là, on les a accélérées de façon très, très artificielle. Et ça vous montre que ce phénomène est tout à fait typique. Et c'est la première fois qu'on l'entendait, qu'on l'observait. Donc, je suis content de pouvoir vous montrer ça parce que c'est assez drôle quand même. Alors ça, c'est l'analyse chimique des composés organiques de la comète Churyumov-Gerasimenko. Voici ce qu'on appelle un spectre de masse, où ici on représente la masse moléculaire ou atomique des éléments qui sont observés, et leur concentration en fonction de la masse atomique ou moléculaire qui est ici en axe horizontal. Comme la comète est faite de beaucoup de vapeur d'eau, et la vapeur d'eau a une masse moléculaire de 18, un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène, vous voyez que la vapeur d'eau sort de l'échelle, tellement il y en a, et vous en avez beaucoup d'autres. On s'est aperçu d'ailleurs que cette vapeur d'eau, quand on la comparait à l'eau et qu'on mesurait sa masse
sa masse correspond non pas à de l'eau normale, mais à de l'eau lourde. Elle est beaucoup plus riche en deutérium, c'est-à-dire l'isotope lourd de l'hydrogène, que sur Terre. Elle est 5 fois plus lourde. Alors ça, c'est une conclusion très importante, parce qu'on imaginait que les comètes étaient... la glace des comètes, lorsqu'elle percutait la Terre au moment de la formation de la Terre, apportait l'eau que nous buvons aujourd'hui, et que je vais voir tout à l'heure d'ailleurs, parce que vous allez avoir soif, qui constitue les 70% des surfaces de la Terre, c'est de l'eau. Donc cette eau, on pensait, venait des comètes. Là, apparemment, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a plus d'eau lourde sur la comète que sur la Terre. Donc, si c'était de l'eau cométaire, elle serait très riche en deutérium, ce qui n'est pas le cas. J'avais déjà entendu ça avant, mais je n'y croyais pas trop, et là c'est confirmé par cette hypothèse-là. La question est toujours ouverte, d'où vient l'eau que nous avons sur Terre? Alors la réponse, disons, qui est celle que l'on offre aujourd'hui, c'est si ce n'est pas les comètes, ce sont les astéroïdes. Un astéroïde, c'est un gros caillou, on ne dirait pas qu'il y a de l'eau dedans. Eh bien si, il y a de l'eau dans les astéroïdes, et il y a un très gros astéroïde, presque une petite planète qui s'appelle Cérès. Et Cérès a été observé récemment par un satellite américain, et on s'aperçoit qu'il y a des geysers sur Cérès, qui sont des geysers d'eau. Ça a été analysé, on a analysé la composition chimique de ces geysers, et donc, c'est un gros rocher, Cérès. Bien, quand même, il possède à l'intérieur des couches d'eau, vraisemblablement. Et la composition chimique de l'eau qui sort des astéroïdes est beaucoup plus proche de celle de l'eau qu'on trouve sur Terre. Il y a beaucoup moins de deutérium dedans. Donc, je pense que le sujet n'est pas complètement conclu, mais c'est intéressant de savoir qu'en fait, on a été sans doute bombardé par des comètes, mais beaucoup plus par des astéroïdes. Et grâce à ces bombardements, nous avons de l'eau sur Terre, comme il y a de l'eau sur toutes les autres planètes pratiquement, mais pas nécessairement, sauf Vénus. Vénus a perdu son eau très tôt parce qu'elle est trop près du Soleil, et l'eau s'est mise à s'évaporer dans l'espace, elle s'est fractionnée en deux, l'hydrogène est parti, et si vous n'avez pas d'hydrogène, vous ne pouvez pas faire H2O, il vous faut aussi de l'hydrogène pour faire de l'eau. Donc c'est la raison pour laquelle Vénus n'a pas d'eau. Mais Mars a de l'eau, et toutes les autres planètes, les satellites de Jupiter ont de l'eau, enfin bref. C'est un composé moléculaire qu'on trouve partout dans l'espace. Et ça a été reconfirmé de maintes reprises par des satellites qui permettent de voir à très grande distance la molécule d'eau par son absorption ou son émission infrarouge, dans l'infrarouge. Et là, il y en a partout. Donc on est sûr qu'il y a de l'eau dans l'espace et que vraisemblablement, elle est amenée sur Terre par les collisions qu'elle a subies lors de sa formation, en grande majeure partie par les astéroïdes et dans une moindre partie sans doute par les comètes. Mais encore une fois, c'est à vérifier. Moi j'ai un tableau qui est très difficile à lire parce qu'il est très flou, il est très net sur mon écran mais flou ici, parce que je n'ai pas la résolution complète, mais qui est la liste des molécules, des 25 molécules qui ont été trouvées dans les poussières et dans les gaz qui s'échappent de la comète de Halley, qui ont été observés par un instrument qui s'appelle COSAC et Rosina, et qui permet d'analyser très précisément la composition chimique. Alors parmi ces composés, qu'on a représentés ici de façon un peu plus compréhensible, il y en a un certain nombre qu'on connaît, qui sont des amines, des nitriles, des amides, des cyanates, des alcools, et on a beaucoup qui sont connus, il y en a plusieurs qui sont inconnus, il y en a qui sont effectivement liés à l'apparition de la vie. Il y a des composés qui sont ici, qu'on retrouve dans tous les composés organiques sur Terre. Donc cette analyse chimique de la comète montre quand même que nous sommes près d'avoir une réponse sur l'origine de la vie. Une autre chose tout à fait extraordinaire, c'est qu'on a rencontré beaucoup d'oxygène, ce qui ne devrait pas être le cas, parce que l'oxygène devrait être dans l'eau, il devrait former les molécules d'eau. Bien, apparemment, il y a de l'oxygène à l'état libre dans la comète de Halley, et ça, c'est une interprétation qui permet de
retracer les conditions dans lesquelles la comète s'est développée à l'origine, juste après la formation du système solaire, bombardée par la lumière intense du Soleil. Elle a dissocié la molécule d'eau en molécules d'hydrogène et d'oxygène, et on voit ici, sur une abondance assez importante, l'oxygène qui a été mesuré sur la comète Churyumov-Gerasimenko. Et la vie, alors, c'est la question qu'on se posait au début de cette conférence. La vie, bien, tout récemment, ça a été publié au mois d'avril, au début de ce mois, à l'université de Nice, il y a des gens qui se sont dit qu'est-ce qui se passe si on prend quelque chose qui ressemble à ce qu'on a trouvé sur la comète et qu'on la mette dans un environnement qui est celui que la comète avait quand elle était juste après être sortie du chaos du système solaire et qu'elle commençait à faire ses orbites dans l'espace, sans doute des orbites qui ont été largement modifiées dans le passé, mais alors ces gens-là se sont préoccupés de savoir ce qui se passerait si on mettait ces composés, ceux qu'on avait trouvés dans le Chouï, donc des composés similaires, on les a mis dans un four pour les chauffer et on les a soumis au même rayonnement que ceux que la comète avait subis depuis la formation du système solaire, c'est-à-dire 4,5 milliards d'années. Et le résultat était surprenant, c'est qu'on a fait apparaître une quantité de sucre, on appelle des sucres, c'est des formules chimiques qui sont effectivement à la base de votre sucre, ont été détectées, dont du ribose. Le ribose, c'est un sucre qui est le matériau génétique primaire du RNA, qui est lui-même le prédécesseur de l'ADN, ARN ou ADN. C'est en effet une remarque, une observation tout à fait importante, parce qu'elle nous montre que nous avons là vraisemblablement découvert un procédé qui permettrait d'expliquer la formation à longue échéance, ça prend du temps, 4 milliards et demi d'années, pour que la vie se développe. C'est effectivement sur Terre la vie, tant que nous le sachions, pour autant que nous le sachions, c'est pas développé avant 3,8 milliards d'années. Les plus vieux fossiles sont 3,6 milliards, et puis il y a des fossiles qui donneraient penser que ce serait même un petit peu avant. Donc je pense qu'on est sur une voie tout à fait intéressante. Tout ceci reste à confirmer à mon avis, mais on est sur une voie tout à fait intéressante. Pour répondre aux questions qu'on se posait au départ, et donc je peux dire que Rosetta a vraiment fait son travail tout à fait correctement. Là, je vous donne un résumé de ce que Rosetta a fait que personne d'autre n'avait fait auparavant. C'est la première mission qui a fait un rendez-vous avec une comète et est resté autour d'elle pendant très longtemps. Il va rester autour d'elle pendant très longtemps. Elle a fait le premier atterrissage sur une comète, et puis le deuxième et le troisième. Personne n'avait fait ça auparavant. Et Rosetta a permis de voir comment la comète se transformait quand elle s'approchait du Soleil. Et elle est toujours en train d'obtenir des résultats chaque jour, chaque seconde. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver à Rosetta? Eh bien, Philae, lui, ne répond plus. Il ne répond plus depuis le mois de juin. Au mois de mai de l'année dernière, là je parle de l'année dernière, excusez-moi, au mois de mai de l'année dernière, on s'est aperçu qu'à un moment donné, quand Philae s'est remis à fonctionner au mois de juin, on s'est aperçu qu'il avait fait des mesures au mois de mai et qu'il avait essayé aussi de les transmettre, mais il n'avait pas assez de puissance électrique, donc il n'a pas pu les transmettre. C'était le 9 juin, je crois, de l'année dernière, tout d'un coup il s'est remis à fonctionner. Sans doute parce qu'il y a eu un rayon de soleil qui est venu caresser sa peau et ses panneaux solaires et qui lui a permis de recharger ses batteries. Et là, on s'est aperçu aussi qu'il avait bougé. Il n'était plus dans la même position. Et donc, vraisemblablement, le sol s'est fracturé. Il était encore dans une moins bonne position que celle qu'il avait, et pourtant, elle n'était pas très bonne. Donc, depuis cette époque-là, depuis le mois de juin de l'année dernière, il est muet, et malgré toutes les bonnes volontés dont il a fait preuve, et celles des ingénieurs qui ont essayé de le réveiller et de lui dire « reviens à nous », il n'a pas pu se recharger. Et il est vraisemblable qu'il pourrait fonctionner, bien que les températures auxquelles il est soumis
sans énergie électrique, peuvent handicaper le fonctionnement des instruments. Et donc, il est probable que les instruments ne fonctionnent plus non plus. Donc, c'est dommage. Mais enfin, il a fait un travail fantastique et en 56 heures de fonctionnement intense, il a transmis des informations qui sont absolument uniques sur l'origine des comètes et sur notre propre origine à nous, puisque on pense vraiment maintenant sérieusement que les comètes sont la source de la vie sur Terre. Alors, reste à savoir maintenant pourquoi il y a cette matière organique au départ sur les comètes. Ça, c'est une autre question. Et la science répond à une question, mais elle pose d'autres questions, encore plus compliquées. Voilà la dernière image que j'ai pu obtenir de la comète Churyumov-Gerasimenko. C'était il y a une semaine, un peu moins d'une semaine, et plus d'une semaine. Et voilà ce à quoi ça ressemble. Elle est beaucoup moins active, mais elle a toujours cette forme tout à fait extraordinaire en deux lobes. Je voudrais vous remercier pour votre attention et vous présenter toutes mes excuses pour quelque chose que je voulais faire magnifique et qui n'a pas été à la hauteur de ce que je voulais vous montrer. Mais donc, si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Et sinon, toutes mes excuses encore pour ces handicaps techniques. Pour les questions, je vous propose le micro. Je vous l'apporte. Bonsoir. En somme, il y a une certaine érosion de la comète. Est-ce qu'on a fait des calculs pour savoir quelle était la vitesse d'érosion de la comète? Oui, on a des mesures surtout. On a des mesures, on sait combien de tonnes de poussière elle a perdu, combien de tonnes d'eau elle a perdu. C'est quand même assez important par minute. C'est de l'ordre de tonnes par minute en fait. Donc on peut calculer facilement en connaissant la densité, la masse de la comète maintenant et sa taille. On peut voir dans combien de temps elle va exister encore et être visible tellement elle va s'éroder ou éclater en petits morceaux. C'est quand même de l'ordre de plusieurs dizaines de passages encore. Donc je ne sais pas depuis combien de temps elle existe, certainement depuis assez longtemps, mais sous la forme qu'elle a, après qu'elle se soit collisionnée avec une autre petite comète à côté. Mais ça se compte quand même en siècles. Ça se compte quand même en siècles et pas en semaines. Oui, bonsoir. Alors, après un si long voyage d'une dizaine d'années, plus de 6 milliards de kilomètres parcourus, comment on peut être sûr du bon fonctionnement de son petit robot en fait filaé au bout du temps d'aller? Oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire des manips dans l'espace. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Alors, sur filet, malheureusement, ce que je viens de dire n'a pas été totalement convaincant, puisqu'il y a des instruments qui n'ont pas fonctionné et que ces instruments ne peuvent être testés que quand ils atterrissent pour le cas de filet. Et c'est largement testé sur le sol de la Terre, dans les laboratoires, etc. Donc ça, c'est tout le problème de la recherche spatiale, c'est qu'on le teste pendant des années, pendant des mois, dans les laboratoires, dans les centres de simulation spatiale, et puis après, c'est fini, on s'en va, et tout seul, il faut que ça marche. Donc on utilise des composants fiables, on fait tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et on ne peut pas se permettre d'être pas sérieux dans l'espace. Il faut vraiment tester, choisir les composants et vérifier, modéliser ce qu'on observe, etc. Dans le cas de filet, malheureusement, ce n'a pas été le cas, mais beaucoup des instruments de filet ont fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est simplement le harpon. Mais d'un autre côté, s'il s'était posé correctement à son troisième atterrissage, il aurait continué à fonctionner et on aurait obtenu alors beaucoup plus d'informations que celles qu'on avait pensé obtenir en n'ayant qu'un seul atterrissage. Et même pendant le temps où il a fait son vol, sur plusieurs centaines de mètres, il a fait des mesures de ce qui l'entourait. Donc il a remarquablement fonctionné. Et par le fait qu'un seul des harpons, qui ne pouvait pas être testé facilement dans la glace de la comète, parce qu'on ne savait pas ce que c'était, eh bien le harpon n'a pas fonctionné. Il ne s'est même pas déployé. C'est pas parce qu'il s'est cassé en frappant la glace, non, il ne s'est pas déployé. Ça,
c'est une chose qui arrive. La fusée qui a été lancée avant Rosetta n'a pas fonctionné. C'était pas prévu. La fusée qui a été lancée après Giotto en 1985, c'était en septembre 1985, et c'était le numéro 15 de la fusée Ariane 1, c'était la première version d'Ariane, et M. François Mitterrand avait décidé d'aller voir le lancement à Kourou. Et pour la petite histoire, il a pris le Concorde. Quand M. Mitterrand voyageait en Concorde, il y avait deux Concordes, l'avion supersonique, un pour lui tout seul et sa famille, et l'autre pour les journalistes. Et le premier Concorde n'a pas fonctionné non plus. Donc il a dû déménager tous les journalistes et prendre le deuxième Concorde. Là, il est arrivé à Kourou et il a pris un hélicoptère pour aller assister au lancement de la fusée qui partait le soir. Il a pris le premier hélicoptère et il ne marchait pas. Alors, il est allé prendre 2 secondes et il est arrivé sur le site et on lui avait réservé la place d'honneur effectivement dans le centre de contrôle. Et puis 5, 4, 3, 2, 1, 0, tout fonctionne bien, les gens commencent à applaudir, ce que moi je ne fais jamais parce que j'attends jusqu'à la fin pour applaudir, mais je vous dis trop tôt à mon avis. Et puis tout d'un coup, on voit bien sur les écrans que la trajectoire de la fusée ne suit pas la trajectoire prévue. Et donc, Mitterrand ne savait pas ça, donc il regarde tout intéressé, très bien. Mais les gens du CNES et Ariane Espace savaient bien que c'était fini. Il y avait un moteur qui n'avait pas fonctionné. Alors, ils se sont approchés de Mitterrand et disent Monsieur le Président, on a un problème, il y en a marre, Mitterrand, d'avoir des problèmes. Il était parti. Il est parti tout seul, dans la pampa, dans les palmiers, et avec les crapauds tout autour. Et on ne savait plus où il était. Il était furieux, il était absolument furieux et évidemment déçu. Puis alors on est allé le chercher, on l'a retrouvé, on est allé le chercher. On lui a dit qu'il fallait qu'il dise quelque chose. C'est des choses qui arrivent, il a dit quelque chose, et après il est redevenu, disons, le président qu'il aurait dû toujours être, mais il n'a pas été pendant quelques instants. Donc cette fusée, aussi, elle n'a pas bien fonctionné. Parfois, les erreurs sont dues aux hommes. Ce n'est pas nécessairement des erreurs qui sont dues à la machine. Les hommes peuvent envoyer des mauvaises commandes. Ça a été le cas sur le satellite Soro d'observation du Soleil en 1998. On lui a envoyé une mauvaise commande qu'il a envoyée en position telle que ses panneaux solaires n'étaient plus éclairés. Donc il y est resté pendant plusieurs mois. Et au fur et à mesure que les panneaux solaires étaient éclairés, il produisait de l'énergie et donc réchauffait le satellite qui était tombé à une température de moins 90 degrés, quelque chose comme ça. Tous les gyroscopes sont morts, mais on a utilisé un logiciel qui a permis d'utiliser tous les mouvements des petits moteurs qu'il y a à l'intérieur du satellite pour faire un gyroscope artificiel, s'en servir comme une référence gyroscopique. Et aujourd'hui, ce satellite fonctionne toujours sans gyroscope, et c'est le satellite le plus stable et le plus facilement orientable qu'on ait jamais construit. À tel point que maintenant, on construit des satellites sans gyroscope en se basant sur cette modèle-là. Donc d'une erreur, on peut aussi apprendre beaucoup de choses, à condition qu'elle ne soit pas fatale. Oui, vous nous avez dit que la comète était constituée de deux ensembles. Oui. Est-ce qu'on a pu faire, on a fait l'analyse chimique là où la comète s'est posée, le satellite s'est posé. Est-ce qu'on a pu identifier l'autre partie? Est-ce que ça date? Est-ce que ce sont deux ensembles du même âge, constitués de la même façon, etc. C'est une très bonne question, magnifique question, très difficile pour moi de vous donner une réponse parce que ça va peut-être être fait, mais je n'ai jamais vu les résultats de ça parce qu'ils ne sont pas publiés encore. Je n'ai pas vu les résultats. D'où viendraient-ils ces résultats? C'est pas Philae qui peut le faire parce qu'il est resté trop peu de temps. C'est Rosetta, c'est l'orbiteur lui-même qui est toujours en orbite autour de sa comète. Et il peut mesurer cela dans les jets de gaz qui s'échappent ou dans les poussières qui peuvent éventuellement s'échapper. Mais je n'ai pas entendu qu'il y avait une composition chimique différente entre les deux lobes, simplement des différences de structure. Mais ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas été fait et qu'on ne va pas le confirmer par cette mesure-là aussi. Ça, je ne le sais pas, parce que ce n'est pas encore publié dans la littérature, et si ça avait été confirmé, ça aurait été largement
publié, disons, mis au service du public. J'ai vu que dans l'instrumentation de Rosetta, il y avait des sons de langage, enfin des choses pour caractériser le plasma. Oui. Qu'est-ce qu'on tire de enfin, quel type de plasma et quelle information ça nous apporte? On voulait savoir s'il y avait un champ magnétique, il n'y avait pas de champ magnétique, donc c'est l'interaction entre le plasma du vent solaire et les particules et les poussières de la comète. Elles sont électrisées par l'ionisation due au rayonnement ultraviolet ou à la chaleur, les poussières, le rayonnement ultraviolet dû au soleil, on se rapproche du soleil. Donc c'est cette interaction-là qu'on a voulu aller chercher. Les sondes qui ont été utilisées ont permis aussi de sonder l'intérieur de la comète, comme un radar, si vous voulez. Mais ce n'est pas les sondes de la lumière qu'on fait ça. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il a fallu un Big Bang pour la réunion des composants pour la création des atomes organiques? Je n'ai pas compris la question, monsieur. Est-ce qu'il a fallu un Big Bang pour la création des acides aminés pour former les composants organiques? Je vais essayer de la traduire dans ce que j'ai compris. Est-ce qu'il y a eu un événement majeur qui a permis de constituer les molécules que l'on voit? Bien, certainement pas pendant le Big Bang, parce que dans le Big Bang, on a fabriqué que de l'hydrogène et du deutérium et de l'hélium. Et pas grand-chose d'autre, parce que tous les autres éléments de notre corps ont été formés dans les explosions des étoiles. Donc, il n'y a pas eu de Big Bang au sens du Big Bang pour faire ces molécules. En revanche, il y a une espèce de chimie organique qui a dû se produire. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a trouvé des molécules et des radicaux, des ensembles chimiques qui ressemblent à ce que l'on a sur Terre et qui forment notre corps et qui l'ont formé au départ. Mais bon, ok, donc on a confirmé ça. Mais d'où viennent-ils? Donc, d'où viennent ces molécules? Ça, et c'est la prochaine étape. Comment est-ce que dans le milieu interstellaire, on peut construire ces molécules qui finalement viendront faire la vie sur d'autres planètes que la nôtre, dans d'autres systèmes stellaires que le nôtre? Et ça, il n'y a pas de réponse pour l'instant. En tout cas, moi, je ne la connais pas. Donc, il n'y a pas d'interaction entre le Big Bang et cette création-là? Ah non, ce qu'ils appelaient le Big Bang qui a été à l'origine de la formation de notre univers. Non, parce que le Big Bang, c'était pas des températures de milliards de degrés, c'était bien plus grand que ça. Et donc il y avait une température gigantesque qui s'est transformée, qui s'est peu à peu refroidie. Mais on ne peut pas tenir une molécule dans l'état, dans des températures aussi grandes. Elle est complètement dissociée, détruite. Donc il faut au contraire du froid pour que ces molécules retrouvées sur la comète puissent subsister. Vous nous avez montré tout à l'heure une photo où on voyait les 7 comètes, je crois, qui ont été visitées par des sondes. Oui. Et alors, si on compare ces 7 photos-là, est-ce qu'on doit trouver, je pense, des ressemblances et est-ce qu'au contraire, on trouve des différences entre ces différentes comètes? On trouve des différences. En particulier, je vous ai parlé de l'eau. Et bien sûr, certaines d'entre elles, la composition des comètes, de la comète est beaucoup moins riche que Churyumov-Gerasimenko, dont j'ai parlé ici, en deutérium, c'est-à-dire qu'elle est fabriquée de moins d'eau lourde. En revanche, il y a des particularités très communes, comme la cratérisation, qui n'est vraisemblablement pas des cratères d'impact, mais toutes ces comètes ont des cratères qui sont effectivement ces cheminées à partir desquelles s'échappent les poussières et le gaz. Donc on est à peu près sûr du fonctionnement quasi uniforme général du fonctionnement des comètes. Il y a certainement des différences beaucoup plus fines dans la structure. Il y en a qui sont plus grosses, il y en a qui passent beaucoup plus près du Soleil que Churyumov-Gerasimenko. Il y en a qui vont beaucoup plus loin dans les
Soleil, ce sont des orbites très elliptiques. La plupart des comètes qu'on peut étudier facilement, c'est des comètes dont on connaît parfaitement l'orbite, sinon on ne sait pas comment diriger un satellite vers elle, et puis on ne le ferait pas au hasard. Il faut vraiment avoir une cible bien précise pour pouvoir faire ce genre d'expérience. Mais il y a des comètes qui sont beaucoup plus excentriques, qui reviennent comme la comète de Halley, 76 ans, 71 ans, pardon. La comète de Churyumov-Gerasimenko, c'est 6,5 années, donc elle est beaucoup plus froide. Donc, la différence des orbites peut aussi induire des différences de forme, mais toutes celles que je vous ai montrées ont des orbites semblables à peu près à celles de la comète Churyumov-Gerasimenko. Et on peut regarder à nouveau les images, mais si j'arrive à en sortir. Vous pouvez nous rappeler les noms de ces Oui, comètes? oui, je vais vous le montrer. Voilà, je l'ai trouvé. Voilà. Ça, c'est la comète de Halley, observée par les satellites Vega de la Russie, de l'Institut de physique spatiale soviétique à côté de Moscou. C'était en 1985, la perestroïka n'était pas venue encore. Ça, c'est la même comète. Mais vous voyez, sur celle-ci, en particulier, on voit bien qu'elle est aussi constituée de deux lobes. C'est beaucoup moins visible sur l'image qui est là. Celle-ci, c'est une comète qui s'appelle Wild numéro 2, du nom de... Les comètes portent le nom de l'astronome qui les a découverts, ou des astronomes qui les ont découverts. Churyumov-Gerasimenko, c'est parce que ce sont deux astronomes qui travaillaient en même temps, dans le même laboratoire, et qui ont vu et conclu à cette même chose. Celle-ci, elle a été extrêmement très active, le Wild 2, qui a été photographié en 2004. Je ne sais plus par quel satellite, mais enfin, c'est un satellite américain en tout cas. Celle-ci est beaucoup plus, c'est un peu 1, elle est beaucoup, bon, la résolution d'image est beaucoup moins grande, l'albédo elle est beaucoup plus poussiéreuse que celle-ci, vous voyez, mais je ne peux pas le dire vraiment avec certitude, parce que ces photos sont traitées, donc si celle-là est plus sombre, elle a été peut-être moins bien traitée que celle-ci, j'en sais rien. Hartley 2 ressemble beaucoup à la comète Churyumov-Gerasimenko en période d'activité, avec là encore une forme bifidale qui fait penser à la comète Churyumov-Gerasimenko, sans parler de celle-ci qui a aussi semblerait être formée de plusieurs morceaux collés les uns aux autres. Elle s'appelle Borrelly, elle a été observée en 2001, et celle-ci s'appelle Hartley 2, observée en 2010. Donc elles se ressemblent quand même beaucoup, mais la seule dont on ait vraiment des images extrêmement précises, c'est la comète Churyumov-Gerasimenko, parce qu'on est allé se poser dessus, et le satellite Rosetta, la sonde Rosetta peut tourner autour de la comète jusqu'à quelques kilomètres. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer le 30 septembre prochain? Je ne l'ai pas dit dans ma conférence, mais il va se passer une chose tout à fait étonnante, c'est que Rosetta a rempli sa mission, la comète s'en va loin du Soleil, on ne va plus rien apprendre avec cette comète qui a été analysée dès qu'elle se rapprochait beaucoup, il n'y aura plus d'émissions de gaz, il n'y aura plus de poussière, donc ça sera un objet mort pendant encore quelques années, puis après, bon, si on pouvait continuer à observer, peut-être que c'est ce qui va se passer. Mais les ingénieurs et les scientifiques de l'ESA ont décidé que non, ils allaient faire poser Rosetta sur la comète. Alors vous savez, c'est quand même assez gonflé, pour trouver le mot que je cherchais, excusez-moi, de faire ça, parce qu'il y a quand même à peu près 30 mètres d'envergure des panneaux solaires, chaque panneau solaire fait 30 mètres, donc ça fait 60 mètres. Et s'il se pose dans un cratère, à cheval sur un cratère, c'est pas très facilement dirigeable cet objet-là. Donc on aura quand même beaucoup d'observations encore jusqu'au 30 septembre prochain. Et on pourra regarder aussi de très près, effectivement, des choses qu'on n'a pas pu voir sur beaucoup d'espace de la comète, la surface de la comète, avec filet. Mais ce que je voulais dire, c'est que on peut le faire, le satellite peut se rapprocher et aller se poser, je ne veux pas dire s'écraser, parce qu'il fait 3,5 tonnes, il en fera peut-être seulement, s'il était sur Terre maintenant, il ferait peut-être, je ne sais pas combien de pourcentage de son hydrazine on a brûlé, mais je dirais qu'il fait en tout cas un peu plus de 2 tonnes. Et
sur la comète, il fera à peu près 200 grammes. 200 grammes. C'est pas mal comme différence. Et donc il se peut qu'il subsiste, qu'il n'y ait pas d'accro et qu'il puisse fonctionner pendant un certain temps, mais vraisemblablement tout dépend encore de la position dans laquelle il va se poser. Et si son antenne, une antenne qui fait 2 mètres quand même, n'est pas orientée vers la Terre, s'il est orienté vers Jupiter, bon, bah, il n'y a pas moyen de savoir ce qu'il mesure, et donc on n'aura pas d'informations. Donc c'est un peu une tentative ultime pour dire adieu à Rosetta. Je pense que si j'avais été en charge de prendre cette décision, j'aurais pris la même, parce que je trouve qu'on a tout ce qu'on voulait, donc on a peut-être une petite chance d'obtenir encore plus en faisant ça. Donc ce sont les 7 plus Chalimov, Géracine, Inco qui ont été observés. Et je ne serais pas étonné, moi, personnellement, que dans le futur, il y en a 6 là, et il y en a 7 en tout. Je ne serais pas étonné que dans le... Oh, il m'en manque une que je n'ai pas mise là, parce que je ne le vois pas, j'ai pas l'image, je pense. Mais je ne serais pas étonné qu'on ait plusieurs missions faites avec des plus petits satellites qui puissent prendre le relais de Giotto et Rosetta dans le futur, parce que les petits satellites ça coûte beaucoup moins cher, il faut quand même aller loin, il faut quand même une infrastructure au sol pour communiquer, c'est des choses assez chères quand même. Mais je ne serais pas étonné qu'on ait plus de missions cométaires, parce que c'est vraiment des objets tout à fait cruciaux dans l'évolution de notre système solaire et dans l'évolution de la Terre en particulier.